Emmanuel Belluot, associé fondateur d'un petit cabinet parisien où nous sommes 3 personnes qui s'appelle The Duquesne Group, où nous intervenons en continuité d'activité et sécurité pour faire du conseil, des audits et de la formation. Donc le thème que je me propose de voir avec vous, c'est vers des PCA raisonnables et crédibles. Dans le titre d'origine, j'avais rajouté « et pas cher ». Parce que sous certains aspects, je constate que le coût d'un PCA ou le coût de ce que l'on met sous l'appellation PCA, s'il devient un peu élevé, peut devenir un facteur de décrédibilisation ou aller à un point où les directions générales se disent « je mets trop d'argent pour faire front à des événements qui n'arriveront jamais, donc je m'arrête là ». En France, on connaît la ligne Maginot. D'une certaine manière, la ligne Maginot, c'est mettre de l'argent pour faire face à quelque chose qui ne s'est jamais passé. Vous me direz, s'il n'y avait pas eu la ligne Maginot, les Allemands seraient peut-être passés par là. Enfin, bon. Voilà. Donc, histoire de nous mettre un peu dans l'ambiance, je prends l'exemple d'un sinistre. Il ne faut jamais oublier que dans la continuité d'activité, on va avoir à faire face à des interruptions, à des arrêts, qui peuvent être plus ou moins longues. Quand on regarde les normes, on ne nous demande pas d'ailleurs de regarder plus spécifiquement des arrêts courts, des arrêts longs, des arrêts moyens, mais toute interruption. Et qu'il faut bien se mettre, je dirais, dans la cinématique d'un sinistre et d'une interruption. C'est un exemple réel qui s'est passé en Belgique. Vous avez, à cet endroit-là, vous avez une conduite de gaz qui a explosé. Et puis, vous voyez les bureaux. C'est un exemple réel qui s'est passé en Belgique. Comme vous le voyez, il s'agit d'une usine. Alors, il y a de la fabrication, il y a des bureaux, il y a de l'informatique, une usine, et puis il y a eu une explosion de gaz juste à côté. Donc, on peut très bien imaginer ce genre de questions. Vous avez un responsable qui est sorti dehors. Vous avez probablement d'ailleurs des blessés, des gens à secourir. Bon. Première question, que faut-il faire en premier ? Et ensuite, sachant que penser business continuity là, les normes vous disent toutes que l'humain, la santé humaine, la sûreté humaine passe avant tout. Qui prévenir, comment, qui le fait, qui décide, vous voyez, ce genre de situation. Parce que bien sûr, le responsable du centre, ce jour-là, n'est pas là, et son adjoint est sur la route, injoignable, etc. Quelles sont les activités clients à privilégier ? Alors là, on commence à entrer dans la vision business continuity. Est-ce vrai que nos cluster servers ont fonctionné ? Parce qu'on a mis en place des dispositifs pour certains coûteux, dont on ne sait pas forcément tout de suite si ça a marché ou pas. Où travaillent les ingénieurs systèmes ? On avait des ingénieurs systèmes d'ailleurs qui peuvent être sollicités en support sur ces clusters qui se trouvaient dans le bâtiment et qui bien sûr sont peut-être assommés sous les tables ou sont peut-être partis rentrer chez eux. Où arrivent les appels clients ? Le service desk, oui, dans le cas réel, il y avait un service desk recevant les appels clients sur ce site qui avait des moyens de routage vers un site alternatif, mais malheureusement, ces moyens de routage étaient dans l'explosion, donc on ne roule plus. Je vous donne des exemples. Comment faire la paye demain ? Alors la paye est peut-être sous-traitée chez ADP ou autre, mais il y a des éléments envoyés qui ont peut-être ou pas été envoyés, qui le sait, etc. Et où en est la situation de la trésorerie, où est le stock de matériel, parce que bien entendu, la continuité, ce n'est pas que l'informatique. Où mettons les livraisons de demain ? On attend des livraisons importantes de matières premières ou de produits semi-finis. Où est-ce qu'on va les mettre lorsqu'elles vont arriver demain ? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'appeler le transporteur, lui demander d'aller livrer ça ailleurs ou de surseoir à la livraison, la programmer un autre jour ? Où iront nos employés demain et après ?
Caractéristique, quand vous dites à quelqu'un le centre a brûlé, vous rentrez chez vous, bon, immédiatement ils vont vous demander, la personne vous demande demain d'accord, mais après. Et puis, est-ce que je serai payé? Vous voyez, c'est ce genre de questions. Donc la continuité d'activité, ce sont d'abord et avant tout des aspects comme ça qui sont très importants, le côté humain. On a eu au club de la continuité, oui j'oubliais de dire, je suis membre du club de la continuité dont vous avez le fondateur dans la salle, François Tête, et d'autres membres, je reconnais d'autres membres du club dont Hervé Schauer. On a eu au club de la continuité le responsable Business Continuity d'IBM mondial, qui est venu nous faire une présentation de ce qui avait été fait suite à la grande tempête, comment elle s'appelait, Cynthia, qui avait inondé le métro de New York il y a quelques temps, et qui nous disait, la première chose à laquelle je veille, c'est la mise à l'abri de la famille des gens qui vont travailler avec moi en cellule de crise. De ma propre famille à moi, mais aussi de la famille des gens qui vont travailler avec moi. Il est illusoire de penser que sous prétexte qu'il y a un PCA, qu'il y a une cellule de crise, tous les membres de la cellule de crise vont se rendre dans la bonne salle, alors que peut-être les enfants sont à l'école et qu'il y a des gaz toxiques dans la ville. Non, les gens ils vont d'abord veiller à leurs enfants, à leurs épouses, etc. Donc, tous ces aspects d'à côté de la continuité d'activité sont à prendre en compte. Et puis, on voit un petit gars à côté, là, qui dit « Ils auraient pu prévoir et se préparer un minimum. » Bon. Parce qu'effectivement, le passage de la conduite de gaz qui a explosé figure sur les documents de la ville, et d'ailleurs fait partie, alors en France on a la chance d'avoir des documents départementaux ou régionaux qui décrivent les risques de manière assez précise, et donc ce genre de choses on peut le savoir. Après, des spécialistes des conduites de gaz vous diront qu'on peut construire des déflecteurs qui fait que si ça explose, le souffle est éloigné du bâtiment, etc. Enfin, bon. Bon, donc... Oui, on va essayer que ça marche. Voilà. Donc moi je résume quand même l'approche. Mon sujet c'est rester crédible. Si vous ne prévoyez pas les aspects humains, vous risquez de ne pas être crédible, ou vous risquez d'être en face de gens qui n'ont qu'une envie, c'est de s'en aller. Si vous insistez trop, je pense par exemple aux clusters dont on parle là, vous pouvez acheter des clusters très chers, très coûteux, très bien. Effectivement, quand on arrête une machine ou qu'on ralentit sur une machine, ça bascule tout seul sur l'autre. Malheureusement, vous les avez mis dans la même salle et c'est cette salle qui a explosé. Vous avez mis votre argent, vous avez mal investi votre argent. Donc, moi je résume quand même sur 5 questions à se poser. Alors on va les voir, les 5 questions. Première question déjà, qu'est-ce qui peut nous interrompre ? Là, on a vu la conduite de gaz. Qu'est-ce qui peut nous interrompre? L'idée, c'est de ne pas se préparer pour ce qui risque pas de se passer. On veut se préparer pour des choses qui ont des chances de se passer, des chances ou des malchances. Deuxième point, quelles activités doivent redémarrer vite? On a vu le service desk tout à l'heure, peut-être la paye, mais la paye est à redémarrer vite que parce qu'on est le 28. On serait le 5, la paye, on s'en fiche un peu. Sachant cela, c'est-à-dire sachant ce qui peut nous interrompre et ce qu'il faut redémarrer vite, qu'est-ce qu'on peut préparer? Que faut-il préparer? En langage de norme 22301, ça s'appelle la stratégie. En cas de sinistre, comment décider? Très important. C'est chapitre 8 de la norme encore, une structure de réponse, une structure de gens qui sont capables de prendre des décisions. C'est absolument pas facile. J'ai vu des cas réels de sinistres dans des grandes banques en France. Enfin, c'était pas des gros sinistres, mais un exemple, une coupure de courant sur la moitié d'un data center. Les générateurs démarrent, très bien. Il y avait déjà de toute façon des onduleurs qui ont pris le relais. Les générateurs démarrent. Malheureusement, l'un des générateurs arrive en fin de fuel parce que la jauge était défectueuse et qu'on n'avait pas bien rempli. Bon, donc la banque a perdu une partie de l'alimentation de son data center. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait dès qu'on a une informatique un peu compliquée.
la question était, qui décide de quoi? On a un contrat de secours vers IBM, SunGard ou autres prestataires. Se rendre compte, déjà les gens qui savent qu'il y a le contrat de secours ne sont pas légion, les gens qui savent comment s'active le contrat de secours sont peut-être encore moins nombreux, et les gens qui ont dans leur poche le numéro que va demander SunGard pour valider votre déclenchement du plan de secours sont encore moins nombreux. Donc vous risquez de perdre une demi-journée assez facilement, uniquement dans l'activation du plan de secours. Donc vous pouvez parler de RTO à 2 heures, etc. Là, vous prenez une demi-journée dans la vue. Et en plus, quand vous appelez SunGard, vous êtes bien embêté pour leur expliquer ce dont vous avez besoin chez eux. Enfin, ça, c'est encore un autre problème. Voilà. Donc, en cas de sinistre, comment décider? C'est majeur. Et d'ailleurs, il est plus souvent utile de savoir qui sera responsable de quoi que de savoir ce qu'il y a à faire vraiment. Si vous définissez ce qu'il y a à faire vraiment, et qu'il y a des petites erreurs, des petits écarts, et que la personne qui le fait se plante, vous foutez à plat votre plan de continuité qui est complètement décrédibilisé. Si vous définissez qui sera responsable, par exemple de l'activation chez SunGard, d'aller chercher les sauvegardes chez Iron Mountain ou autre, enfin, etc., de toute cette problématique, qui sera responsable de parler aux ressources humaines avec des éléments de langage, ça va déjà nettement mieux. Et puis, dernier point, et non des moindres, comment savoir si ça marche vraiment, tout ce qu'on a préparé? Parce qu'on ne va pas s'amuser à faire des sinistres pour valider que ça marche. Donc on va faire des tests ou des exercices. Alors on va un peu regarder un peu dans le détail tout ça. Alors, première question, qu'est-ce qui peut nous interrompre? Appréciation des risques d'interruption. Alors, dans l'ISO, vous trouvez ça au chapitre appréciation des risques, qui est totalement standard. On vous dit qu'il faut identifier les risques, les analyser, les évaluer, c'est du grand classique. Sauf que là, on est dans des risques d'interruption quand même. On n'est pas dans des risques de taux de change, comme un jour on m'avait demandé, est-ce qu'on met le risque du taux de change euro-dollar dans les PCA? On en est un peu loin. Voilà. Alors, je donne un exemple d'aléa type qu'on peut étudier. Alors, encore une fois, j'ai pris ça exprès, puisque mon thème, c'est être crédible et pas cher. Eh bien, on va essayer de récupérer des informations qu'on a gratuitement. Accident de type industriel. Quand vous regardez les documents, les DECRIM, les documents qui vous décrivent communaux des risques, qui vous décrivent les risques sur une commune, ou les documents régionaux, en France en tout cas, qui vous décrivent les risques, vous voyez les risques d'accidents industriels, de centrales. Alors centrales, ils ne mettent pas trop, enfin bon, c'est propre à la France. Mais vous avez des sites où vous pouvez savoir à combien de kilomètres vous êtes d'une centrale nucléaire en France, et selon la distance, voir un peu à quoi vous êtes exposé. Les risques Seveso, tout ça c'est documenté, Seveso niveau haut, niveau bas, les risques de fuite de gazoducs, de chute d'aéronefs, de pollution diverses, etc. Alors vous allez me dire ça, en termes d'appréciation de risque, est-ce que c'est des risques? Alors je dis oui, c'est ce qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs de continuité. Et comme vous savez, dans la 31 000, un risque, c'est quelque chose qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs. L'effet de... Voilà. Bon. Type naturel, inondation, séisme. On nous parle de l'eau, je pense les habitants qui sont touchés savaient qu'ils étaient en zone inondable. La plupart du temps, quand on est touché par une inondation en France, on sait qu'on est en zone inondable ou pas, et que donc un jour ça peut arriver. Alors bien sûr, ça arrive que tous les 100 ans, oui, enfin, on le savait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on paye son logement moins cher aussi quelquefois. Enfin bon, je ne veux pas être méchant, je compatis tout à fait avec les victimes. Séisme, foudre, tempête, neige, pluie diluvienne. Je me souviens, je faisais cette présentation-là à Dakar, alors sur neige, j'ai un petit peu modéré le propos. Il faut aussi prendre les risques qui existent, pas ceux qui sont hypothétiques. Bon. Glissement de terrain, affaissement minier, sur Paris, vous avez plein d'endroits où vous avez des risques d'affaissement. Et on le sait, c'est dans le contrat de location.
hein, on le sait. Et bon, donc vous avez un certain nombre de risques, même beaucoup de risques. Vous ne pouvez pas, si vous faites celui qui ne sait pas, ou celui qui a besoin d'une appréciation de risque très compliquée, qui va vous coûter 250 jours, non, il y a plein de risques que vous pouvez identifier assez vite et que vous pouvez apprécier, analyser et apprécier en fonction de votre contexte. Type voisinage. Alors, le type voisinage, c'est ce qu'il y a autour de vous. Hostilité. Vous êtes à côté d'une ambassade. À une époque, vous avez certaines ambassades à Paris qui sont quand même des zones à risque, plus à risque que d'autres, je ne citerai pas. Les attentats ciblés ou non. Vous portez un certain nom, vous êtes vu comme un méchant capitaliste, vous pouvez vous prendre une bombe. Bon. Les forcenés, très souvent, je ne sais pas si vous avez vu, chez Météo France, il n'y a pas très longtemps, il y a un forcené armé qui est entré et qui a immobilisé du personnel à l'entrée, à l'accueil. Des forces de l'ordre arrivent et évacuent le bâtiment. On se rend compte au bout d'un certain temps que ce sont des armes factices. N'empêche que pendant une petite demi-journée, vous avez l'ensemble des effectifs qui étaient hors bâtiment et vous avez perdu une demi-journée homme multipliée par le nombre de personnes. Hein, vous avez, bon, donc l'impact n'est pas nul. Hein. Les fournitures électriques, la sensibilité de la fourniture électrique hors de votre terrain, hein, réseau, télécom, internet en dehors de votre terrain. Type humain, les grèves, alors on est en France, hein, dans les documents du PECB, j'ai jamais vu les grèves citées dans les documents de risque. Hein, c'est bon, c'est typiquement français, il semblerait. Enfin bon. Grève, mouvement social interne ou pas, les pandémies. Hein, c'est pas parce que la pandémie grippale H5N1 a un petit peu fait long feu qu'il n'y a aucune pandémie jamais qui n'arrivera jamais. Vous interrogez l'Institut Pasteur ou autres, ils vous disent que la pandémie, ça demeure un risque. Bon. Et puis quand vous allez en Afrique, Ebola et autres, on voit bien que c'est pas une plaisanterie, que ça revient. Le manque de compétences et délégations non faites, oui ça j'ai rajouté ça. Assez souvent, quand j'arrive sur un site pour, par exemple, une appréciation de risque, je demande qui est le responsable du site, hein, ou qui serait l'interlocuteur des autorités. Vous avez un préfet, un maire qui arrive et dit « je veux parler avec le responsable ». On envoie qui? Et qui est habilité? En cas de sinistre, évidemment. Il y a un plan hors sec déclaré, c'est souvent la brasse coulée. Hein, on ne sait pas quoi me répondre. Hein. Alors dans les déclarations du site auprès de la préfecture, souvent en France, en tout cas, on doit mettre un responsable de site. Alors on regarde et puis on voit que c'est le nom de monsieur X ou Y qui était là à la fondation du site il y a 50 ans et qui est à la retraite depuis 20. Quoi. Enfin bon, vous voyez. Or pourtant, cette personne, vis-à-vis des autorités, portera une responsabilité. Et par défaut, c'est la direction générale, enfin c'est le PDG, pardon, qui la portera. Type technique sur site, les différentes coupures. Technique sur site, j'entends, dès que vous avez un site un peu grand avec des terrains, des bâtiments, vous pouvez avoir des coupures d'un bâtiment à l'autre, qu'elles soient portant sur l'électricité, les réseaux de tout type, réseau d'eau, réseau de gaz, réseau télécom, bien évidemment, la climatisation, hein, les fuites d'eau, de gaz, etc., les incendies, tout ça, ce sont des événements qui vous empêchent d'atteindre votre objectif de continuité. Donc ce sont des risques qu'on peut regarder et pour lesquels vous avez de la documentation. Vous avez des documents faits par les DRH, documents uniques des risques. Vous avez vos assureurs qui sont passés, qui ont fait des analyses. Tout ça, c'est de l'info quasi gratuite, enfin qu'on a sous la main et qui peuvent déjà permettre de répondre à ma fameuse question de tout à l'heure, qu'est-ce qui peut nous interrompre, hein? Et puis la cyberdélinquance que j'ai mis là parce on ne peut pas faire autrement. Je ne sais pas si vous avez vu les problèmes de Merckx et autres, Saint-Gobain et autres. Vous allez avoir des événements dans votre informatique qui vont rendre l'accès aux données impossible ou non souhaitable pour diverses raisons. Corruption de données, etc., malware pouvant se répandre, et qui font que vous allez volontairement peut-être, ou votre DSI va volontairement arrêter l'informatique ou l'isoler, ce qui aura des impacts d'interruption d'activité qui s'en servent.
Donc voilà un exemple d'aléa. Tout ça, vous pouvez trouver ça sur des... Enfin. Donc, alors après, les matrices de gravité, parce qu'on me dit il faut présenter à la direction générale quelque chose pour répondre à la question. Donc voilà un exemple de matrice de gravité avec du 1, 2, 3, 4 en impact et 1, 2, 3, 4 en vraisemblance. On peut typer un risque en le projetant, je dirais, sur deux axes. L'impact, si ça se produit, est plus ou moins fort. Et la vraisemblance que ça se produise est plus ou moins forte. Alors, prenez 5 niveaux, 10 niveaux, comme vous voulez, vous avez le choix, la plupart des normes vous laissent le choix, de toute façon, et puis vous mettez vos petites pastilles, bon, ça vous permet de présenter ça en direction générale. Alors après, il va y avoir une grosse discussion potentiellement sur la répartition du rouge, de l'orange, du bleu et du vert. Rouge en haut à droite, tout le monde est d'accord. Vert en bas à gauche, tout le monde est d'accord. Mais par exemple, quand l'impact est fort, j'ai mis du bleu, de l'orange, rouge, rouge. Il y a des gens qui vont vouloir qu'on mette du rouge partout. Alors je leur dis, faites attention parce que les attaques extraterrestres, il va falloir faire quelque chose. Elles peuvent avoir un impact fort, une vraisemblance très faible, donc mettez quand même un peu d'orange, quoi. Bon. Ce type de remplissage, on peut appeler ça d'ailleurs l'appétence au risque. J'ai fait ça chez un pétrolier, qu'on soit dans certains pays ou dans d'autres, la répartition des couleurs n'était pas la même. Bon. Et on va retrouver le traitement, en bas à droite, réduire, immédiatement, réduire à court terme, surveiller, acceptable, par exemple, qui sont des guides ou des guides de traitement de risque que l'on peut faire. Donc, vous voyez bien qu'en même temps, dans ce que je vous dis, on reste conforme à la norme 22301 dans cette affaire-là. Bon. Alors, il y a aussi, et ça j'y tiens de par mon passé, ce que j'appelle les bonnes pratiques exploitation informatique, dont le non-respect peut conduire à rater vos objectifs de continuité, qui est pour moi la définition du risque. Vous avez un certain nombre de points qu'il est intéressant de vérifier dans votre IT actuel. Premier point, la surveillance de la production. Est-ce que vous avez des bonnes remontées d'alerte ? Est-ce que vous découvrez les problèmes 2 jours après quand ça s'est bien répandu partout et que tout va mal ? Est-ce que vous avez des bonnes escalades vers des supports N1, N2, N3, etc., avec des bonnes responsabilités, une réactivité adéquate ? La séparation des environnements. On ne va pas s'amuser. Tchernobyl est typiquement un exemple de non-séparation d'environnement. Ils ont fait des tests en environnement de prod. Tchernobyl. Bon. D'ailleurs, ils ont été condamnés à mort pour ça, je vous signale, les responsables. Les sauvegardes et restaurations. Alors, sujet classique, fréquence réalisée, réalité testée, point propre de reprise, sortie des données hors risque. Les sauvegardes et restaurations, dès que vous avez plusieurs systèmes qui s'échangent entre eux, trouver des points propres de restauration ou de sauvegarde qui soient synchronisés entre eux, ça peut être très très compliqué. Vous restaurez votre fichier stock et vous restaurez votre base de données des commandes et livraisons, pas à la même date, pas au même point, donc votre fichier stock comporte encore des éléments qui pourtant ont été vendus, et votre fichier des ventes, lui, ou votre base des ventes, en a la trace. Donc vous allez polluer vos données complètement, corrompre vos données lorsque vous allez restaurer. Absolument pas facile à tester, ça. Par contre, avec des analyses d'exploitation, vous pouvez très bien voir comment positionner vos sauvegardes au bon moment. Parce qu'il y a un moment où tout est synchronisé, où il y a un moment où le risque de désynchronisation est le plus faible. Parce qu'il peut vous arriver que s'il y a un étranger qui achète à 2 heures du matin, et là il y en a un tous les 3 jours. Bon, c'est mieux que quand c'est tous les magasins de France qui achètent et qu'il y a 150 commandes à la minute. Bon. Les systèmes d'échange avec l'extérieur. Dès que vous êtes une banque, j'entends par système d'échange des CFT, des choses comme ça, des systèmes qui vont envoyer des fichiers en recevoir, envoyer des messages dans des systèmes d'échange de messages divers et variés. Je ne veux pas dire messagerie, je veux dire messages genre publish, subscribe, enfin des mécanismes de base de l'informatique. Est-ce que vos systèmes sont capables de savoir où en sont les échanges ? Vous avez un sinistre, un arrêt.
Est-ce que le système est capable de dire ça a été envoyé et reçu, ça n'a pas été envoyé, il faut le réenvoyer, ou est-ce que c'est la brasse coulée complète et que vous êtes obligé de réenvoyer tout à des gens qui se demandent pourquoi vous leur réenvoyez ce qui a déjà été envoyé il y a une heure, voyez. Là encore, le diable se cache dans les détails. Hein. Quand vous êtes une compensation interbancaire, cet aspect-là est majeur. Hein. La résilience, alors terme générique, résilience des moyens, hein, un serveur qui a une résilience interne ou qui a, dans le cas d'un clustering avec partage de données ou autre, capacité de répartir des traitements sur 2 serveurs. Stockage et réseau, vous pouvez faire votre réplication, des réplications synchrones par stockage, ce qui fait que si la donnée est corrompue sur le primaire, vous êtes garanti qu'elle est corrompue sur le secondaire, ce qui fait que vous n'avez plus rien. Donc il faut que vous conserviez la capacité d'un retour arrière sur un état propre, qui pour moi est la définition de la sauvegarde. Retour arrière sur un état propre, réutilisable, et mis à l'abri du risque. Si votre sauvegarde elle est dans la salle machine qui a explosé, vous êtes fichu, vous ne l'avez plus. Même chose, on va raisonner un peu avec un peu de fiabilité. Là. Si vous avez un cluster actif de 2 serveurs, vous n'allez pas les mettre dans la même salle, en tout cas pas dans le même rack, parce que vous avez le feu vous avez mis en plus une batterie en bas avec un petit onduleur, ça prend feu, il vous brûle vos 2 serveurs en cluster et les 2 arrivées Orange de fibre, que Orange a malencontreusement mis dans le même rack l'un au-dessus de l'autre. Donc mettez-moi ça dans des racks séparés, et si possible, dans des salles séparées avec des alimentations électriques distinctes. Sinon, votre coupure de courant va vous couper votre cluster. Et c'est un peu idiot, toujours pareil, vous investissez des centaines de milliers d'euros pour avoir un beau cluster, et vous êtes victime de la première panne de courant venue, hein, parce que vous les avez mis dans la même salle alors qu'il suffisait de les mettre dans 2 salles séparées avec des alimentations distinctes. C'est très difficile de vérifier que des alimentations qu'on a créées comme distinctes restent distinctes dans le temps. J'ai des clients qui le découvrent quand ils ont une panne. Ils ont une panne, ils disent « Tiens, c'est bizarre, nos 2 voies sont arrêtées. » Ben oui, parce qu'il y a un rigolo qui s'est amusé dans les armoires électriques à faire une dérivation en disant « Je viendrai plus tard pour changer ça. » Et que donc vos 2 voies n'en sont plus qu'une, en fait. Bon. Donc tout ça, ça se regarde. Hein. Et encore une fois, c'est pas forcément très cher parce que c'est de la bonne pratique, ça va vous simplifier la vie dans plein de domaines et ça va vous éviter les arrêts qui sont quand même de nature un peu stupide. Bon. Donc résilience, les pannes de mode commun, oui c'est du jargon de fiabiliste, hein, j'ai été fiabiliste dans ma jeunesse. Une panne de mode commun, c'est une panne qui s'applique à tous. Exemple, vous avez des clusters de serveurs et l'eau monte dans toutes les salles, ben, l'inondation va provoquer une panne de mode commun de tous vos serveurs qui pourtant ont des alimentations différentes, mais qu'on est obligé de couper à cause de l'eau. Oui, EDF sera le premier, ou Enedis, à vous couper le courant si il a des éléments qui sont dans l'eau, hein, même si vous n'y êtes pas. Donc faites attention à tous ces aspects. Voilà. Bon, donc les synchronisations, que ce soit par les fichiers, par les serveurs, etc., les redémarrages prévus. La notion de chaud, tiède et froid, j'en parlerai un peu plus tard, mais il est bien d'avoir le secours chaud, c'est-à-dire activable rapidement, et je dirais le mode de fonctionnement, j'en ai un en panne et le deuxième marche, c'est un cas particulier de fonctionnement, jusqu'au système froid, où en gros, on sait ce qu'il faut acheter pour le secours, mais il va falloir l'acheter. Donc dans un cas, on est prêt, hein, on ne voit même pas la panne à la limite, et dans l'autre, on n'est pas prêt, mais on a au moins sauvé les meubles. Hein, parce que les serveurs, vous trouverez toujours à récupérer un serveur. Un Excel, un Word, vous trouverez toujours à récupérer ça. Vos applis maison, vos données maison, si vous les perdez, vous ne trouverez jamais où vous récupérez vos... Donc vous voyez bien qu'il y a la notion « je sauve les meubles hein, » qu'on trouve dans l'archivage, enfin, qu'on trouve dans les sauvegardes spéciales. Archivage, je mets ça à part parce que ça a des raisons historiques, légales, etc. Bon. Accès utilisateur sous sinistre, moi j'aime bien mettre ça parce que vous avez beaucoup de gens qui nous disent quand on ne peut pas travailler au bureau, on va avec son PC portable en VPN, etc. L'accès VPN est dans la salle qui a brûlé. C'est gênant.
Bon, vous avez un serveur VPN qui, au lieu d'être chez un prestataire externe ou sur le site de secours, est chez vous. Vous avez des points d'accès qui sont chez vous ombrelés. Donc ça, il faut le regarder aussi. Ce sont des trucs, j'allais dire, on pourrait presque en rire hein, si ça n'était pas aussi grave en termes de conséquences. Alors continuons. Hein. Alors je vous dis, les risques, vous pouvez trouver la notion de risque un peu partout. Je vous ai pris un exemple il y a un site qui s'appelle risque.gouv.fr. Hein. Vous entrez le numéro de la commune, numéro INSEE de la commune, voire même le nom, je ne sais pas s'ils ont amélioré l'ergonomie, et puis on vous dit risque inondation, mouvement de terrain, risque industriel. Risque industriel, ça veut dire que vous avez des industries pas loin, avec des risques d'incendie, d'explosion, de gaz, etc. Céveso est un cas particulier où il y a un risque pour la vie humaine, en plus, dû aux gaz létaux. Rupture de barrage, c'est un grand classique. Rupture de barrage. Hein. Depuis Vouglan, on se méfie. Hein. Depuis, non, c'est pas Vouglan. Non, par contre, j'avais fait cette présentation-là à la communauté urbaine de Lyon, du Grand Lyon, et il nous disait, nous, si Vouglan casse, comme avait cassé, je crois que c'était Serponçon dans les années 50-60. Comment ? Ça s'est très mal passé, oui. C'est le barrage de Malpassé. Le barrage de Malpassé, il y a 10 mois. D'accord, de Malpassé, oui, ça s'est mal passé quand même. Il portait bien son nom. Donc si Vouglan tombe, la place Bellecour est balayée par une vague de 3 mètres de haut, à certains endroits. Enfin, bon, par contre, on en connaît la vitesse, donc on sait qu'on a, je ne sais pas, 3-4 heures pour se protéger ou pour s'en aller. Hein. Bon. Donc ces choses-là, le zone de sismicité, alors en France continentale, c'est pas énorme. Hein. Il est intéressant de savoir qu'un risque est faible hein, par rapport à un risque élevé. Hein. Ça permet de situer les idées. Et il est clair que si on est à la Réunion, la Martinique, c'est pas pareil. Hein. Et puis les fameux transports de matières dangereuses. Hein, j'avais des discussions avec des pompiers qui me disaient on a eu un cas à côté de Nancy, un camion se couche sur l'autoroute, il y a des matières dangereuses qui se répandent, et puis les sociétés qui sont autour ont des clims, et les matières dangereuses sont arrêtées par la filtration. Hein, alors très bien, n'empêche que l'immeuble est déclaré impropre au séjour humain, il faut tout nettoyer, toutes les gaines de ventilation, tous les filtres, et il y a 25 entreprises dans ce cas-là. Le gars qui fait le nettoyage, il n'y en a que 2 ou 3, vous en prenez pour 2 mois, éventuellement. Donc vous voyez, pendant 2 mois, votre local, vos bureaux ne sont plus propres à être des bureaux normaux. Donc vous avez de nombreuses sources gratuites. La discussion avec les pompiers, je me souviens quand j'étais dans certaines entreprises qui travaillent pour les systèmes de paiement, on voyait chaque année les pompiers pour faire un point sur l'évolution des risques. Voilà. Donc, moralité, connaître les scénarios d'interruption. Moi, j'aime bien demander à des responsables, hein, quand ils me disent on a des PCA, tout va bien, etc., quelles sont les 3 principales situations que vous craignez ? Alors s'ils me disent l'inondation, il y a 2 ans on a eu ceci, cela, le transport de matières dangereuses, parce que, etc. Ou alors ils ne me répondent pas, parce qu'en fait ils ne savent pas, ils n'ont pas trop réfléchi à la question. Mais c'est intéressant d'avoir cette réponse. Et avoir cette réponse dans la tête des dirigeants, des responsables de site, c'est très important en termes de réactivité et de compréhension des problèmes de leur part. Hein. Ne pas se préparer pour ce qui ne risque pas d'arriver, hein, et apprendre à ne pas être surpris. Oui, alors ça peut paraître un peu curieux, mais assez souvent, quand on sait préparer, ce qui arrive n'est pas ce qu'on avait prévu, mais ce qu'on a préparé peut servir quand même. Hein, bon. Et puis appliquer des bonnes pratiques de production IT, production industrielle, tout ce qui est localisation des stocks, par exemple, des stocks au sens industrie. Hein. Les stocks de produits finis valent beaucoup plus cher que les stocks de matières premières. Donc si vous craignez l'inondation, mettez-les plus haut. Vous voyez, il n'y a que des choses, des bonnes pratiques de ce genre. Prévoyez des pompes. Hein. Et quand vous pompez, rejetez l'eau en hauteur, pas en bas.
parce que l'eau vient du bas, donc vous rajoutez de l'eau à l'eau. Vous voyez ce que je dis, hein? Aux États-Unis, on utilise des piscines quelquefois pour des piscines qu'on vide quand on craint les inondations. On vide la piscine et puis on la remplira avec l'eau qui arrive dans la cave, par exemple. Hein? Appliquer les bonnes pratiques, hein, je vous disais, production, surveillance et réaction proche de l'événement, détecter un événement dès qu'il se produit ou avant qu'il se produise. Hein. J'ai un collègue qui m'a raconté qu'il a vu pendant la nuit dans une salle informatique, le gars qui était de surveillance trouvait que ça sentait très mauvais. Il a appelé le responsable du site qui est venu, hein, et ils se sont rendus compte qu'il y avait des travaux pas loin et qu'il y avait une canalisation d'égout qui avait été rompue et qu'il y avait donc de l'eau qui commençait à se répandre dans le sous-plancher de la salle. Hein. Ben, ils s'en sont rendus compte assez vite, ils avaient une pompe de relevage, ils ont pompé, ils ont appelé les gens des travaux, etc. Ils auraient très bien pu ne pas s'en rendre compte. Le gars en surveillance, s'il n'avait pas eu la présence d'esprit de dire j'appelle le chef, hein, appeler son chef, quelquefois c'est utile, hein, et c'est pas forcément des réflexes que les gens ont. Quelquefois on a peur de se faire engueuler. Hein, enfin bon. Hein, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, bon. Alors, deuxième question, quelles activités doivent redémarrer vite? Alors, c'est ce que, dans le métier de la continuité, on appelle le BIA. Alors, vous allez me dire BIA, on parle aussi d'appréciation d'impact, donc c'est proche du risque. Moi, je vois surtout le BIA comme comment déterminer les activités prioritaires. Alors, bien sûr, les activités prioritaires sont celles dont l'arrêt pose problème, dont l'arrêt nous coûte. Hein. Donc impact, hein, évidemment, hein, c'est l'impact de l'arrêt. Hein. Les normes vous disent il faut déterminer la durée au-delà de laquelle hein, l'impact de l'arrêt devient insupportable. Hein. Donc telle chose, ça s'arrête une demi-journée, telle activité, pardon, c'est pas la chose, hein, c'est l'activité. Telle activité s'arrête une demi-journée, c'est embêtant, mais on peut s'en sortir. Elle s'arrête un jour, c'est casse-pied. Elle s'arrête 2 jours, c'est pas possible. Donc je vais avoir un délai maximum d'interruption admissible, hein, qu'on appelle le DMIA, MTPD en anglais, qui est une notion classique en continuité d'activité. Hein. Bon, alors on va un petit peu entrer là-dedans. Alors, BIA, mise en ordre des priorités des activités. Une partie, alors on peut distinguer, alors vous allez me dire souvent, et je vois ça aussi souvent, on me dit, les activités, on va prendre le modèle qualité, on a 25 processus majeurs décomposés en 125 sous-processus et 248 activités. Vous allez voir des responsables de niveau intermédiaire, ils vous disent telle activité, on s'en fiche, celle-là par contre c'est important, etc., etc. Donc assez vite, hein, une partie des activités est évidemment critique. Hein, et assez vite aussi, une autre partie est évidemment non critique. Le gars qui vient tondre la pelouse dans le parc de votre usine, ça peut attendre plus tard. Hein, bon. Et puis vous avez une zone grise entre les deux sur laquelle il va falloir concentrer un peu l'analyse. Alors, une remarque sur le mot critique, hein, que j'aime pas, parce que j'ai des gens qui me disent ça c'est critique et ça c'est pas critique, et puis la discussion s'arrête là. Et moi immédiatement j'ai envie de leur dire mais c'est critique au bout de combien de temps, hein, parce que la vraie question c'est combien de temps on peut se permettre d'arrêter. Hein. Vous avez des choses qui ne peuvent pas s'arrêter 10 minutes, et d'autres. Alors je prenais 2 exemples à table. Le système d'autorisation carte bancaire en France. Vous voyez bien que si ça s'arrête de marcher, et ce sont des serveurs qui sont chez Atos, enfin en tout cas qui y étaient à une époque, vous voyez bien que si ça s'arrête de fonctionner, plus personne ne peut payer, plus personne qui a besoin de générer une autorisation ne peut payer en France ou avec une carte d'un émetteur français ou accepteur français, ce qui est quand même très gênant. Les sociétés d'autoroute, la barrière d'autoroute, vous devez payer, vous avez une barrière, vous payez, le système est en panne. Embêtant. Dans le règlement de concession auprès des sociétés d'autoroute, il est indiqué qu'au bout d'un certain temps, je ne sais plus combien, 10 minutes, 5 minutes, enfin, il faut lever la barrière, quoi qu'il en coûte, parce qu'on n'a pas le droit de bloquer la circulation. Bon.
Donc vous voyez, il y a des activités clairement pour des raisons réglementaires, des raisons d'argent, des raisons de vie humaine, vont être prioritaires et il va falloir qu'on mette la priorité dessus. Si tout s'arrête, celles-là, il faudra les démarrer en premier. Hein. Donc on cherche l'activité prioritaire, tout dépend de la durée de l'arrêt. Vous avez des modes dégradés acceptables. Alors ne nous polluons pas le raisonnement par le mode dégradé. Le mode dégradé, c'est quelque chose qui va nous permettre de survivre, mais n'empêche que l'activité, elle est prioritaire. Je pense au salaire. Un employeur est tenu de payer ses employés. Le 28 du mois, si vous ne pouvez pas faire le salaire, a priori, ça devient prioritaire. C'est prioritaire. Alors bien sûr, vous avez des modes dégradés. Vous pouvez faire la même chose que le mois dernier ou le dernier mois qui ressemblait à celui-là, s'il y avait des primes, etc. Bon. Hein, vous voyez ce genre de choses. Donc beaucoup de modes dégradés sont acceptables. Vis-à-vis des déclarations fiscales, sociales, vous pouvez appeler l'URSSAF en leur disant je vous ferai ma déclaration plus tard, je suis sinistré. À mon avis, vous trouvez une oreille attentive. Hein, a priori. Donc se confronter à la réalité, éviter les modèles complexes, oui, éviter de décomposer vos processus en 250 processus et pour chacun vous demander est-ce que c'est prioritaire ou pas? Non. Je me souviens très bien d'un exemple, une compagnie d'assurance où on avait la prise d'appel. Alors la prise d'appel était décomposée en plein de sous-processus, hein, et le gars nous dit moi je m'en fous de tout ça, j'ai des appels qui m'intéressent, c'est la demande de prise en charge des hôpitaux. Ceux-là, il faut que je les prenne. Les autres, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Je m'en fous 5 jours. Après, on verra. Mais priorité des priorités pour répondre aux hôpitaux. C'était pas un process identifié dans ces modèles de processus. N'empêche que ça nous a permis de dire il faut qu'à la sélection des appels à l'arrivée, on puisse détecter les hôpitaux. Si vous êtes un hôpital, tapez 1, quoi, en gros. Et puis le 1, lui, il est prioritaire. Les autres le sont moins. Vous voyez. Bon. Donc éviter les modèles complexes. Bon. Alors je vous ai mis des petits exemples. Hein. J'aime bien ce que j'appelle la douleur, des notes de douleur. Hein. Vous voyez là, si ça s'arrête 1 heure, d'un point de vue financier, image, contrat, réglementaire, la douleur est à 1, c'est-à-dire c'est encore pas beaucoup. Par contre, si ça s'arrête jusqu'à 4 heures, on passe à 2. Si ça s'arrête 1 jour, on passe à 3. Hein, donc 3 c'est insupportable, donc le DMIA, le délai maximum d'interruption admissible, c'est 1 jour. En revanche, gérer le recouvrement client, c'est 5 jours, par exemple. Donc on voit, alors la norme demande ça, apprécier l'évolution de l'impact en fonction du temps. Hein, très important d'avoir ça. C'est d'ailleurs ce qui vous distingue dans 22.301, pardon, ça c'est relativement, enfin c'est bien indiqué. Hein. Donc vous avez la progression de la douleur, alors j'ai un autre petit schéma hein, où on voit l'évolution de la douleur, hein. Et en général vous allez trouver des choses, la demi-journée, le 2 jours, le 5 jours, hein, qui seront des paliers. Ces paliers, c'est pratique de les avoir. Des gens, vous interrogez des gens, ils vous disent à moi c'est 1 jour et demi. Vous dites, vous ne pouvez pas être à 2 jours comme tous vos collègues, c'est plus simple. Hein, il dit, ah oui, etc. Surtout que ça sera plus cher, monsieur, si vous voulez 1 jour et demi. Ah oui, d'accord, enfin bon. Donc mettez des paliers que vous allez essayer de faire que tout le monde se cale dedans. Si vous récupérez votre informatique chez SunGard à 2 jours, essayez de faire que tout le monde vous demande de 2 jours, sauf certaines personnes très spécifiques qu'on va falloir traiter de manière spécifique, et si possible pas très nombreuses, parce que sinon ça coûte cher. Bon, voilà. Les activités prioritaires, bon, on en a parlé, avec les délais, ça vous permet, les DMIA, ça vous permet de les classer, puis d'avoir un ordre de redémarrage. Hein. Je redémarre le péage avant de redémarrer la paye, enfin, etc. Sachant que, bien sûr, toute l'informatique de ça est au même endroit dans certains cas. J'ai mis attention à la lettre au Père Noël. J'aime bien cette image de lettre au Père Noël, des gens qui vous disent que tout est critique. Hein. Ils vous disent, ah, je dois sortir un rapport qualité tous les lundis matins, c'est critique, mon DMIA c'est 1 heure. Hein. Puis il y a le collègue à côté qui rigole et qui dit, tu rigoles, tu déconnes, on ne l'a pas sorti la semaine dernière et personne n'a réagi. Bon, bon. Date butoir, attention danger, on leur fait dire n'importe quoi. Hein. Je dois payer mes impôts avant la fin mai. Alors bien sûr, si le sinistre arrive le 30 mai à minuit moins 5, j'ai 5 minutes de DMIA. Vous voyez ce que je veux dire?
faut raison garder, quoi. Hein. Mais les dates butoirs, alors moi je dis, les dates butoirs et ces choses-là qui sont critiques à certains moments de l'année, on le regarde en cellule de crise. C'est la cellule de crise qui va dire « Ah oui, on est le 28, il y a la paye ». Alors que sinon, le reste, on a documenté un peu. Bon. Selon scénario vraisemblable, penser mode dégradé, et puis savoir arrêter éventuellement ce qui n'est pas prioritaire, et tout en cas de gros sinistre. New York, c'est, comment il s'appelait, Cynthia ou autre, bien des sociétés ont tout arrêté. Hein. Arrêté de manière à pouvoir redémarrer dans les meilleures conditions. Donc on arrête, on met du stock à l'abri, on rehausse des machines, on purge certaines choses, on pompe, enfin, mais on arrête. Hein. On sauve les meubles, entre guillemets. Hein. Troisième question, que faut-il préparer? Là, on est dans la stratégie de continuité. Hein, comme ça que ça s'appelle. Hein. Alors j'ai fait un petit schéma là. Vous voyez que vous avez en bas à droite, vous avez des pannes, des événements d'interruption qui sont fréquents et courts. Une panne de machine, ça peut durer une demi-journée, un quart d'heure, bien sûr si on s'y prend bien. Hein. Une panne de salle, c'est déjà moins fréquent, c'est déjà plus long. Une panne de bâtiment, c'est moins fréquent, c'est plus long. Une panne de site, enfin, ou un dégât sur le site, etc. Rayon de 30 km, 100 km, 250 km. Fukushima, vous êtes inférieur à 100 km. Vous êtes là. Alors, on voit bien que plus on est en bas à droite, c'est fréquent et court, plus on est en haut à gauche, c'est long et c'est rare. Hein. Que bien évidemment, ce qui est long et fréquent a été supprimé, vous n'avez pas mis votre data center au milieu de la Seine, hein, puisque bien sûr ce serait long et fréquent, les inondations. Et que ce qui est rare et court, vous acceptez. Hein. Une micro-coupure tous les 10 ans, bon, on n'en parle même pas. Et puis, on va falloir voir comment donc on fait face à ce genre d'événements. Hein. Et vous allez avoir, mes flèches peuvent être à largeur variable. Hein. Quand vous êtes en bas à droite, vous allez privilégier les automatismes. Automatisme de machine, automatisme de bascule d'alimentation électrique, etc., de pouvoir opérer sur 2 bâtiments, que ce soit de l'informatique ou pas d'ailleurs. En haut à gauche, en fait, vous préparez rien d'autre que de la gestion de crise. C'est-à-dire il faudra avoir une relation avec les autorités. Hein, et puis faire ce qu'ils vous disent, en gros. Hein. Vous n'allez pas vous amuser à envoyer 3 personnes dans l'usine quand vous avez Fukushima. Non, vous faites ce que les autorités vous disent de faire, et d'ailleurs, elles viennent vous confisquer vos générateurs, surtout s'ils sont sur roue. Hein. Les générateurs sur roue sont confiscables, hein, attention. Bon, et puis entre les deux, vous avez des plans organisés et préparés, où on sait qui est responsable de quoi, et en gros ce qu'il y a à faire. Alors tout l'art de la continuité, si je puis dire, c'est de doser tout ça. Hein, parce que, bien évidemment, plus c'est automatique, plus ça coûte quand même cher, plus c'est des plans organisés et autres, plus ça nécessite d'être organisé justement pour faire qu'ils soient à jour. Hein, bon. Ce que l'on peut préparer, alors oui, en stratégie, on dit souvent qu'on peut préparer ces points-là, sont en gros mis dans la norme, hein, réduction des risques. Hein. La norme nous dit, c'est en stratégie d'ailleurs qu'on regarde, on a identifié dans l'appréciation des risques les risques qui nécessitent un traitement, et puis là, on définit le traitement qu'on leur fait. Hein. Traitement au sens courant. Hein. En gros, c'est protéger des moyens. Je vous dis, acheter une pompe quand on craint l'inondation, c'est un traitement, ça, et c'est pas idiot, je veux dire, ça peut aider. Et des moyens de secours plus ou moins réactifs. On peut avoir une réduction des conséquences en se mettant à l'abri avant le sinistre. Les inondations, la plupart du temps, en tout cas dans les fleuves qui sont dans le nord de la France, vous savez que ça arrive quelques jours à l'avance. Alors dans l'Aude, c'est 1 heure ou 4 heures ou 5 heures, enfin bon, ça vient très vite. Hein. Quand vous êtes sur la Seine, la Loire et autres, vous le savez 4-5 jours à l'avance, donc vous pouvez vous préparer, mettre des choses à l'abri, etc.
Bon. Des plans de redémarrage adaptés, organisés et raisonnablement documentés. Chaud, tiède, froid, toujours pareil. Hein. Chaud, c'est facile à activer, c'est quasi présent. Tiède, ça nécessite des interventions, des décisions. C'est de l'ordre de la demi-journée, journée, 2 jours. Et froid, vous avez sauvé les meubles, il faut les mettre quelque part, mais vous n'avez pas de local. Mais au moins, vous mourrez pas, vous survivrez. Hein. Réduire la durée d'arrêt, c'est effectivement. On a le fameux arbitrage prévention-réaction. Est-ce qu'on va mettre tous ces serveurs en cluster actif-actif sur 2 sites à 15 km? Je ne pense pas. Trop cher. Hein. Et puis, ça ne sert pas à tout. Hein. Et puis, garbage in, garbage out hein, aussi, hein, des réplications, attention, etc. Doser en fonction des scénarios d'interruption. Et sur ces points-là, les aspects financiers sont importants. Vous pouvez faire du cher ou du moins cher. 4e point, en cas de sinistre, comment décider? Donc je vous disais, c'est quelque chose d'important qui peut vous faire perdre beaucoup de temps dans vos RTO. Alors les RTO, c'est les objectifs de remise en place des moyens, que ce soit des bureaux, des chaises, des tables, des informatiques, etc. Le RTO, on a vu qu'on avait les DMIA, hein, le métier ne peut pas s'arrêter plus de 2 jours. Hein. Pour ça, il faut remettre en place des moyens en 1 journée et demie, par exemple. Hein. Et puis après, le métier s'organise, corrige les données, etc., etc. Donc il y a une distinction à faire entre RTO et DMIA, enfin bon. Dans certains cas, on ne la fait pas d'ailleurs, mais il faut savoir de quoi on parle. J'y prenais le vocabulaire. Excusez-moi, prenez le vocabulaire que vous voulez, mais tenez-vous-en. Tenez-vous-y. Alors, la situation de sinistre, on l'a vu dans mon premier transparent, c'est pas forcément... Alors, la remontée de l'incident peut être problématique. Alors là, l'usine a explosé, on voit bien qu'il y a un incident, mais la remontée auprès d'un décideur, le décideur, il n'est pas là, il est en vacances, il est sur l'autoroute, il n'est pas joignable, ou il est mort, hein, pourquoi pas, ou assommé. On ne se rend pas forcément compte tout de suite. L'exemple de ma banque là, qui a perdu l'électricité, elle n'a pas vu qu'il y avait une coupure et qu'elle était basculée sur un générateur. Alors, qu'elle ne le voit pas parce que ça continue sans interruption, très bien, mais qu'au moins il y a quelqu'un quelque part qui sache qu'on est passé sur onduleur 7-8 minutes et après, le générateur numéro 25 a pris le relais. Bon. Ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le sache hein, au niveau de la production. Hein. Les mécanismes de secours peuvent masquer la cause et les escalades hiérarchiques sont difficiles. Hein. Humainement, on peut être sidéré par l'ampleur du désastre quand il s'agit d'un désastre important et être incapable de réagir. Hein. Et il y a donc un moment où on se rend compte que les mécanismes habituels de prise de décision ne marchent plus. Hein. Pour moi, ça, c'est la définition de la crise. Il y a crise quand on ne peut plus décider comme avant. Parce que le problème est trop gros, pas prévu, parce que les gens qui doivent décider ne sont pas là. Hein. Parce qu'on est face à des choses qui nous dépassent, par exemple. Hein. Bon. Alors, je vous ai mis un petit schéma. Quand on parle de cellules de crise, groupes de crise, et on le voit bien quand on fait des exercices de crise, assez souvent, votre cellule va se couper en 3. Vous allez avoir des gens en bas à droite qui vont se préoccuper des moyens sinistrés, les moyens de reprise. Hein, il faut aller chercher les sauvegardes, il faut aller chez SunGard, IBM, il faut déménager le stock, enfin opérationnel. En bas à gauche, vous avez des gens métiers. Il faut appeler monsieur Intel pour lui dire que sa comptabilité ne pourra pas être passée ce soir. Enfin, il faut appeler tel fournisseur pour lui dire d'aller livrer ailleurs. Ce n'est pas les mêmes qui font ça. Et puis au-dessus, en haut, vous avez la décision. Il y a quelqu'un qui doit arbitrer, hein, parce qu'on est à ressources contraintes. On n'a pas du monde pour tout faire. Hein. Et puis, vous pouvez avoir du conflit. Hein. Le gars veut absolument redémarrer telle machine, il veut envoyer quelqu'un au sous-sol, récupérer une machine qui est dans la flotte, alors qu'on n'est pas sûr que le courant soit bien coupé. Il faut quelqu'un qui lui dise « Non, monsieur, tu prends trop de risques, tu envoies des gens à la mort. Hein. » Donc il faut quelqu'un qui bloque. Bon, voilà. Donc voilà un exemple. Hein, bon.
savoir à minima, alors il est bon de savoir à minima qui on mettra dans ces groupes-là. Il y a des gens qui me disent on a un PCA, pas de problème. Et j'ai des responsables qui me disent ça quand je visite certains sites, alors je leur demande très bien quel rôle jouez-vous dans ce PCA. Et ils me regardent avec des grands yeux. Or, si vraiment il y a un PCA, dans la cellule de crise, il est probablement présent pour s'occuper d'un certain nombre de choses. S'il n'a rien à faire en cellule de crise, c'est qu'on probablement on ne parle pas de la même chose. Alors il peut appeler PCA, un PCA purement informatique. J'ai passé tout sur un cluster où j'ai acheté une baie 3 parts qui fait une réplication à 1 km. Il appelle ça un PCA. Effectivement, pourquoi pas. Disons que c'est une brique. Dans la maison PCA, c'est une brique. Donc savoir qui sera responsable de quoi plutôt que ce qu'il y a à faire, je vous disais. Activable et joignable, même sous sinistre, et la norme nous dit aussi, même quand la communication ne marche plus. C'est-à-dire, c'est un spécifique de la 22301, ça. Il faut regarder comment on communique, même quand la communication ne marche plus. Donc vous avez des opérateurs alternatifs, vous avez, passé par des modes téléphonie mobile ou autre. Enfin bon, alors attention au phénomène de saturation. Si tout le monde appelle tout le monde, il ne se passe rien. Attention aussi à la bonne discipline. Quelqu'un vous appelle, vous êtes occupé, vous voulez le rappeler. Vous le rappelez, mais il vous rappelle. Donc ça bloque. Donc il y a des règles à respecter qu'il vaut mieux savoir avant. Ce qu'on appelle la règle du téléphoniste, c'est toujours celui qui appelle en premier qui doit appeler après. Rester joignable, moi je dis. Les responsables doivent s'assurer de leur joignabilité en cas de sinistre. Un responsable non joignable n'existe plus. Il ne peut rien décider et il ne sert à rien. Donc il faut qu'il apprenne à faire court, il faut qu'il apprenne à raccrocher, etc. Bon. Avoir des checklists de choses à faire, les pense-bêtes sous stress, avec des éléments utiles dans tous les cas. Bon, tout ça, ça s'étudie. Enfin, petite attention à porter, les procédures trop précises et documentées sont très vite fausses, parce qu'elles ne tiennent pas compte des évolutions, et que ça m'étonnerait énormément que vous ayez le courage de mettre à jour vos procédures de continuité, sachant que vos procédures habituelles, vous déjà, ne sont pas à jour. Ça m'étonnerait que celles qui servent que rarement le soient. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Inapplicable ou dangereuse. Je me souviens avoir vu un cas où les procédures de continuité avaient 13 ans. Alors on y parlait encore des AS400 de l'époque qui bien sûr avaient tous été remplacés. Bon. Ça décrédibilise la démarche et on les abandonne vite en crise. Bon. Et personne ne sait où elles sont, personne ne sait même pas que ça existe, ne sait qu'elles existent d'ailleurs quelquefois. Bon. Donc privilégier ce qui est à faire à court terme, la norme le dit d'ailleurs, qu'il faut détailler ce qui est à faire immédiatement et qu'il faut rester souple pour ce qui est à faire plus tard. Tout est dit. Bon. Des checklists, des fiches réflexes, et puis faire intervenir des sachants opérationnels. Plutôt que de faire quelque chose à quelqu'un qui ne connaît rien, lui demander d'appeler au téléphone l'ingénieur système support qui va lui dire tu fais ci, tu fais ça, est-ce que telle lampe elle est rouge, etc. etc. Bon. Et puis, question presque philosophique, est-ce qu'on récupère des moyens ou est-ce qu'on relance un service ? Dit autrement, j'ai ma messagerie qui est morte, est-ce que je mets tout en œuvre pour récupérer des serveurs pour pouvoir faire marcher ma messagerie, ou est-ce que j'ai un contrat de secours d'une messagerie chez Microsoft, Google ou un tiers qui va me prendre au pied levé, m'assurer au pied levé le service messagerie, alors que mes moyens à moi sont morts. Bon, c'est une éternelle question. Enfin, dernier point, parce que on approche de la fin, comment savoir si cela marche vraiment? Test et exercice. Alors, les tests de visée d'efficacité. J'ai des gens qui font des tests, je leur demande qu'est-ce que vous voulez tester, ils me disent que tout se passe bien dans notre PCA. Ça ne me paraît pas suffisant. Moi, j'ai envie de tester avec précision. Il faut avoir des objectifs et s'en souvenir. On va voir un peu plus loin des exemples. On veut par exemple valider qu'on est capable de redémarrer tel serveur chez SunGard en tant de temps. Ça, oui, c'est un objectif. Valider qu'on est capable de réinstaller un serveur dans notre autre salle à 15 km sans que les ingénieurs système aient accès à leur bureau.
Ils sont capables, parce que dans le scénario, ils ne peuvent pas accéder au bureau hein, quand il faut restaurer les serveurs. Donc il faut se coller à la réalité du terrain. Hein. Les bons tests sont ceux qui répondent aux objectifs fixés, qui détectent des anomalies et qui produisent des résultats dans une situation vraisemblable. Quand on me dit on a fait des tests, on n'a rien trouvé de mal, ça me surprend un peu. Je me dis, vous êtes peut-être à côté de la plaque. Je préfère très nettement, hein, en termes d'audit, hein, les gens qui me disent, on a fait des tests, il y a ça et ça qui marche mal, et donc on va réparer. Là, au moins, on avance. Hein. Alors qu'on a fait des tests, tout va bien. J'ai peur que le test soit un petit peu léger. Hein. Ne pas prendre des risques dans les tests, oui. Ça, la norme le dit explicitement. C'est vrai que si votre test arrête la production, vous avez tout raté. Bon. Et là encore, c'est de Tchernobyl, hein, prendre des risques dans les tests, hein, en prod. Exemple de campagne de test, bon, pas d'effet d'aubaine, oui, là, il y a un petit, oui, 2 fois, voilà, exemple de campagne de test. Les objectifs, c'est par exemple vérifier les actualités des listes qu'il y a dans les plans. Et ça peut être ce qu'on appelle, là je m'inspire du Disaster Recovery Institute ou des gens comme ça, on peut faire des checklists, on peut vérifier dans un document qui décrit des procédures, vous avez des noms, des numéros de téléphone, ben, vous vérifiez que c'est toujours les bonnes personnes au même numéro. Éventuellement vous les appelez, c'est toujours vous qui vous occupez, ah non c'est plus moi, c'est machin, vous mettez à jour, vous avez fait progresser votre affaire. Ça peut être la viabilité de procédures de PCA sur un site. Ça peut être améliorer la communication en bas. Qu'est-ce qu'on raconte à qui hein? Pour faire quoi? Qu'on prépare un peu, pour éviter de dire des bêtises. La difficulté en sinistre, c'est qu'on peut éventuellement dire des bêtises. Je ne suis pas partisan, je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'en cas de sinistre, c'est la direction de la com qui doit communiquer avec les clients. Où je me souviendrai toujours de Bernard Bourigeaud, prédisant d'Atos, qui nous disait « J'ai appris en écoutant Europe 1 que le CAC 40 était en panne. J'aurais aimé l'apprendre par vous, les gens de la prod informatique, parce que dans ces cas-là, j'appelle un tel que je connais à la Bourse de Paris. Hein. C'est pas la com d'Atos et c'est pas Europe 1. Hein, non plus. Donc tout ça, il faut le gérer, il faut préparer. Dans certains cas, on a une panne, c'est peut-être pas utile de l'annoncer à tous les clients et surtout à ceux qui s'en sont même pas rendus compte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut gérer, la source de l'information doit venir de la cellule de crise qui décide du truchement qui va permettre d'envoyer l'information et à qui. Et quelquefois, un président voudra être là pour traiter spécifiquement des fournisseurs ou des clients majeurs. Hein. Bon. Les conditions, alors ça, je reprends ça du club de la continuité. Hein. Alors bien sûr, ça a évolué depuis, mais ces 5 points-là me paraissaient intéressants. Pour qu'un texte soit probant, c'est-à-dire qu'il nous apprenne quelque chose sur le réel, hein, il doit être représentatif de la réalité, évidemment. Hein. On ne va pas tester la reprise d'une machine en cas d'inondation en allant dans son bureau si, en cas d'inondation, on ne peut plus aller dans son bureau. Hein. Bon. L'exercice de test doit être reproductible après correction. Il doit être suivi par des observateurs externes qui vont vous noter des choses. Hein, toujours intéressant d'avoir une vue externe. Les anomalies doivent être reconnues, diagnostiquées et objets d'un plan d'action si elles le méritent. Hein. Derrière un test, moi je m'attends à ce qu'il y ait un plan d'action avec des priorités, des efficacités d'action. Enfin, dans tous les référentiels, vous avez ce genre de choses. Et puis les fameux paramètres qu'on a vus, RTO, MTPD, CDMIA, soit on les valide, effectivement on peut recommencer chez SunGard dans 2 jours, ou soit ben, on met un peu d'eau dans son vin, c'est pas 2 jours, c'est 3 jours, ou alors c'est pas tout qu'on redémarre, c'est la moitié, ou c'est tel environnement. Hein. Et puis on voit après les conséquences que ça peut avoir sur les métiers, etc. Bon, alors en conclusion, hein, développer une connaissance pratique par les responsables des risques d'interruption et les réduire raisonnablement. Oui, j'aime bien les orientations hein, de toutes les référentiels normes de risque qui passent du responsable de bien au responsable de risque. Je trouve ça très intéressant. Hein. Avoir une vision sur les vraies priorités de l'entreprise et penser mode dégradé. Très souvent, le mode dégradé répond ce que la norme appelle le service minimal acceptable.
Développer des réponses aussi simples que possible, mais pas trop. Bon là, c'est Einstein qui disait ça. Ça doit être simple, mais pas trop simple. Se tenir prêt à décider sous sinistre, hein, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis, faire des tests pédagogiques et réalistes. Hein. Et enfin, je cite se tenir prêt à faire face. Alors, on peut rendre hommage aux sapeurs-pompiers de Paris, dont c'est la devise, hein, faire face. C'est pas pour rien qu'ils ont pris ça comme devise. Hein, voilà. Ben, je vous remercie de votre attention. Oui, donc la question est, quel est le PRA minimum? Alors, c'est pas une question... Oui, alors moi non plus, hein, moi non plus. Mais alors, il y a plusieurs... Enfin, oui, ou préparation, degré de préparation, bon... Je dirais, dans tout ce que j'ai présenté, il y a des choses qu'on peut prendre en disant ça je fais, ça je fais pas. Il y a aussi le fait que ça va dépendre de la sensibilité du responsable, de la manière dont il s'assure aussi, parce qu'on peut avoir des pertes, des assurances pertes d'exploitation, choses comme ça, et de la manière dont il voit les choses. Parce que perte d'exploitation c'est bien gentil, mais vos 3 plus gros clients sont partis. Bon, alors on vous rembourse peut-être 50 000 € parce qu'il y a une perte d'exploitation de 3 jours et 100 000 € parce qu'il y a 15 serveurs, mais vos 3 principaux clients, ils sont partis chez le concurrent et vous êtes mort. Donc en prenant ça en compte, un responsable peut être amené à rehausser un peu l'argent qu'il veut mettre dans son PRA. Alors il y a aussi pas mal de choses, mais surtout pour les PME ou pour des organismes genre compagnies d'assurance qui sont dans le même groupe. Des choses qui sont sous le mode de la réciprocité. C'est-à-dire, je suis MMA, je vais à la MAF, je suis la MAF, je vais chez MMA, sachant que c'est le groupe Covea dans les deux cas. J'ai de la place en salle réservée, etc. Alors on peut dire que c'est pas forcément facile à faire, comme tout, ça se gère. En termes de coûts, on mutualise et on limite. On peut faire des exercices entre nous, etc. Donc il y a aussi ces aspects-là, mais j'ai pas la réponse, et tu sais très bien d'ailleurs, c'est pour ça que tu m'as posé. Ouais. Question, à partir de quand est-ce qu'on considère qu'on a un incident de sécurité? De continuité, oui. Alors, disons, à partir du moment où vous avez des activités de l'entreprise qui ne marchent plus et où ça pose problème. Je prends par exemple ma compagnie d'autoroute, là. Elle doit aller lever la barrière, enfin elle fait payer les gens, la barrière doit se lever, le truc est en panne, plus personne ne peut payer, la réglementation lui oblige à lever la barrière et donc tous les gens passent sans payer. Assez vite, vous avez un directeur quelque part qui va dire on perd énormément d'argent, on perd tant d'argent par minute, etc. Et il va estimer, s'il est au courant, donc il faudra qu'il soit au courant, que là, on a un incident ou une interruption grave de continuité, hein, et même à tel point qu'il voudra que ça ne se passe pas, c'est-à-dire il voudra qu'on prenne des mesures. Alors après, ça va aussi dépendre du moment où ça se produit. Je prends l'exemple de la paye. Si vous ne pouvez plus faire la paye, si la paye est en fin de mois, qu'on est le 5 du mois et qu'on ne peut plus faire la paye, c'est pas trop grave. Vous voyez, on a 15 jours, 20 jours devant nous. Si on est le 25-30, ça devient plus grave, etc. Donc, encore une fois, il n'y a pas vraiment... Ça dépend du niveau de tolérance de la société vis-à-vis de l'interruption du service. C'est effectivement une bonne idée. À ceci près que, une entreprise, une informatique a l'habitude de gérer des incidents normalement. Donc il y a des machines qui tombent en panne, on fait telle ou telle manipulation, etc. Et au bout d'un certain temps, on récupère une machine de réparer ou une machine de secours, etc. Alors il faut faire attention quand même, parce que c'est pas, si par exemple vous achetez votre machine chez HP ou Dell et que d'habitude ils vous l'apportent en 2 jours, enfin ou le lendemain, et puis qu'un jour ils vous disent on n'a plus de stock, c'est une semaine, alors ça devient grave, entre guillemets, mais il n'y a pas grand chose à faire. Vous voyez, ou alors aller chercher chez un autre fournisseur ou appeler dans un autre vendeur, enfin vous voyez, des choses comme ça. Mais ça ne va pas mettre en péril votre manière de fonctionner habituelle. En revanche, imaginons que vous avez un incendie dans la salle où il y a votre surveillance. Et puis vous avez des machines qui s'arrêtent, vous avez votre système de gestion d'incidents qui devient inopérant, vous ne pouvez plus gérer...
ça devient, vous voyez, on change d'échelle. Alors moi je dis, c'est dans le BIA qu'on voit ça, c'est-à-dire c'est le responsable du péage, hein, à qui je vais demander et qui va me dire, moi si mon péage, j'ai un problème de péage qui dure plus de 10 minutes, j'ai un grave problème parce que je perds de l'argent, c'est lui qui a la commission peut-être aussi, hein, sur son salaire en partie, enfin bon, qui a des primes, donc c'est lui qui va nous dire, il ne faut pas qu'on reste interrompu plus de 10 minutes. Et on va mettre en place des mécanismes pour que ça ne se passe pas, si vous voulez. Et normalement, ça ne devrait pas se passer, ou ça ne devrait se passer que dans des situations rares, où là, on aura sinistre et où on aura son implication à lui pour trouver des solutions. Parce qu'il peut y avoir des modes dégradés. Je pensais à une société qui pensait à distribuer le péage, il se lève, il ne peut plus faire payer parce qu'il n'a pas le système, machin, mais il peut imprimer des petites factures. Donc il imprime des factures que les gens payent après. Alors il y a peut-être la moitié qui ne paye pas, j'en sais rien. Enfin, vous voyez. Mais il faut effectivement, dans ces cas-là, avoir l'avis du responsable métier qui va dire, moi, si c'est 10 minutes, ça va plus. C'est le BIA, c'est la douleur hein, qui monte au-delà. Oui, tu avais une réponse, Pierre? Oui, si c'est le 11 septembre, c'est clair. Là, oui. Ouais. Mais c'est des cas très compliqués parce qu'effectivement, vous avez une coupure électrique, comme dit François. Dans combien de temps le courant va revenir? Si ça se trouve, dans 5 minutes, il est revenu. Hein, et en fait, il ne revient pas. Et vous allez décider, je prends un exemple, d'aller chez SunGard ou autre. Vous allez prendre une décision qui est lourde de conséquences. Vous allez aller chez SunGard, ça coûte de l'argent. Il vous faudra revenir, vous prenez un gros boulot. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ça comme ça, avec légèreté? Ou est-ce que vous vous dites, bon, je préfère attendre 1 heure, et puis après, je préfère attendre 2 heures quand même? Vous appelez EDF ou autre pour essayer de savoir, vous redémarrez. Si EDF vous dit, et c'est ça qui est intéressant, si ERDF, Enedis ou autre, là, vous disent, on en a au moins pour 2 jours, bah là, au moins, vous savez que c'est bon, c'est facile. Si vous disent, oh, ça devrait redémarrer dans l'heure, bah, vous attendez. Mais c'est vrai que c'est pas clair et net, quoi. Ça va dépendre de la remise en état. C'est pour ça qu'il est très important, quand vous-même êtes un exploitant, je pense à la Bourse de Paris quand j'étais chez Atto, pouvoir dire aux responsables, on ne sait pas combien de temps on va avoir pour réparer tout ça, mais il y en a au moins pour 1 journée. C'est une information majeure, ça, pour eux. C'est peut-être 1 jour et demi, mais c'est pas 5 minutes, quoi. Et puis souvent, pas prendre la décision seul. Parce qu'être à plusieurs, le pour, le contre, etc. Oui, il y avait une question. Oui, quand on est dans une exploitation informatique où on gère des machines, des moyens qui peuvent tomber en panne, etc., avec des incidents, etc., il est quelquefois pas facile de voir quand est-ce qu'on quitte l'incident, quand est-ce qu'on entre, comme vous dites, dans le sinistre ou dans le gros truc, quoi. Hein. Quelquefois d'ailleurs, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Moi j'avais un exemple d'un client, il y avait des messages d'erreur qui arrivaient, réseau, etc. Et puis c'est l'accumulation des messages d'erreur. Il s'est dit, ah tiens, on a le problème à Lille, on a le problème à Lyon, on a le problème à Tours, où ils se sont dit, on escalade. Alors il y a la notion d'escalade aussi, hein. Appeler quelqu'un qui connaît bien le réseau ou qui a une vision centrale, qui va dire, ah oui, vous avez raison, on est en train de perdre notre réseau, etc. Donc on est dans une situation de crise importante. Et donc, voilà. Et passer en mode crise, sortir de l'incident pour passer dans quelque chose de plus dur, qui est de type continuité, plan de reprise, c'est absolument pas évident. Hein. Enfin, effectivement, c'est pas évident. Voilà. Bon. On s'arrête là.